Alors, en fait, on avait envie de vous partager une expérience finalement qui n'est pas récente. Ça fait 6 ans qu'on travaille ensemble. On a très peu communiqué en fait sur sur ce savoir-faire qu'on a développé les conjointement. Et donc là, c'était l'occasion un peu rêvée de faire un bilan sur ces 6 années. Donc peut-être en introduction, Charlotte, si tu peux un peu nous poser le contexte de le Lyon et des challenges que vous avez sur cette partie sélection de candidats. Voilà. Alors bonjour à toutes et à tous, je suis Charlotte Guerra-Aucassin, donc responsable du recrutement et des admissions pour les programmes master à EM Lyon. Et à EM Lyon, les programmes master, ça inclut des programmes qui sont extrêmement internationaux. Et donc notre besoin chaque année, c'est de recruter nos 9000 étudiants et que un peu plus de 50% d'entre eux viennent hors de France. Et donc pour ces étudiants internationaux, on a un vrai besoin de pouvoir les recruter de façon équitable et tout en gardant l'excellence on va dire, dans un des enjeux principaux de notre sélection, mais tout en sachant que chaque année, nous avons un peu plus de 10 000 candidatures, tout programme confondu. Nous n'avons pas la possibilité de faire passer des entretiens à tous ces étudiants qui sont en France ou à l'international. Et donc, ça a toujours été très important pour nous de trouver des solutions pour permettre de pouvoir recruter ces étudiants et de pouvoir surtout en fait déceler des bonnes compétences et ne pas se tromper aussi bien sur le plan excellence académique que sur le plan soft skills. Et donc, depuis 2019, nous travaillons du coup avec Humans Matter pour vraiment trouver en fait des solutions. Et donc, chez nous, ça passe par des épreuves digitales dont on va parler aujourd'hui pour pouvoir recruter nos étudiants. Et donc, aujourd'hui, avec un peu plus de 6 ans d'utilisation de cet outil, on a de la belle data, en tout cas, pour voir si cette création a été un succès. Oui, merci, parce que faut dire que pour tout en 2019, ce qui est vraiment pionnier, c'est vraiment un challenge. Et en tout cas, ce qui était très excitant pour nous, c'est que du coup, contrairement à souvent ce à quoi on est confronté dans l'industrie tech, c'est qu'on fait des pilotes, on fait des choses à toute petite échelle et puis on se projette. En fait, à tout de suite, dès la première année, on déploie massivement un dispositif sur énormément de programmes différents. C'est ce qu'on évoquait, c'est que en fait, se cachent derrière de nombreux programmes avec des spécificités différentes, et donc à réussir à construire quelque chose qui soit facile à passer à l'échelle. Et donc, en fait, si on, par rapport à finalement, la commande, qu'est-ce que vous avez besoin d'évaluer? On retrouve des dimensions socles un peu dans tous les programmes, je sais pas, autour de l'anglais, autour un certain nombre de compétences assez classiques dans les écoles de commerce, des business schools. Ensuite, il y a des dimensions qui sont un peu propres, qui sont l'ADN de Le Réunion. C'est ce que vous avez appelé le référentiel Early Makers. Donc un certain nombre de compétences auxquelles vous êtes attaché. Et puis en fonction de chaque filière, chaque programme, si on fait un master sur le luxe, sur le sport, voilà, il peut y avoir des dimensions spécifiques. Et donc ça voulait dire qu'il fallait être capable de proposer un dispositif qui permette à la fois d'aller mesurer certaines connaissances. Alors là, quand on est dans le recrutement, c'est souvent autour de culture générale, autour d'un sujet, ou l'anglais, évidemment. Des dimensions autour de capacité cognitive, c'est-à-dire un petit peu essayer d'évaluer le potentiel des candidats. Qu'est-ce qu'ils ont en fait sous le capot, en quelque sorte, en termes de capacité cognitive qui va leur permettre d'être de brillants représentants de l'école quand ils sortiront. Et puis, on a toute la dimension plutôt comportementale, à la fois plus individuelle et en interaction avec les groupes. Et bon, il se trouve que nous, chez Humans Matter, ça fait 25 ans, en fait, qu'on a essayé de transférer tout ce qui venait un peu du monde des sciences cognitives, des neurosciences, dans un certain nombre d'expériences, d'applications. Et donc, en particulier en matière d'évaluation, d'assessment, voilà, on a construit des outils voilà, en s'appuyant vraiment sur la partie recherche scientifique et d'où ça vient, pour essayer de mettre au point des outils rigoureux et fiables. Et donc, ici, c'est simplement pour illustrer qu'est-ce qui se passe pour les candidats aujourd'hui, les candidats qui ont envie de rentrer à l'Union dans un des programmes, donc pour faire un certain nombre de démarches auprès des services. Voilà. Exactement. Donc, tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on a mis en place toutes ces différentes, épreuves? Franck l'a très bien dit, c'est pour nous, c'était important de pouvoir évaluer différents, types de profils, donc différents types de compétences
Et donc, pour arriver à évaluer tout ça, on a pris la décision avec Human Donateur de mettre en place les épreuves que vous voyez à l'écran. Par exemple, ici, vous avez tout le parcours qu'un de nos candidats pour le Master of Science en Luxury Management et Marketing va passer. Donc, on est sur un programme très international, orienté luxe, niveau master, enseigné intégralement en anglais, avec une forte prépondérance marketing. Donc, il y a des choses importantes qu'on veut vérifier sur les étudiants qui vont entrer dans ce programme-là. Tout d'abord, il y a toute une partie mise en situation en entreprise, des soft skills dans l'entreprise. Est-ce que ces personnes ont d'ores et déjà, on est à un niveau master, on est sur des étudiants qui, à minima, ont déjà une première expérience en stage ou alors peut-être de l'alternance en amont s'ils sont français. Ou pour beaucoup, ont peut-être déjà travaillé en amont. On a en moyenne 18 mois d'expérience professionnelle sur les étudiants préalables à l'entrée dans ce programme-là, sur les étudiants qui candidatent. Donc, on veut déjà vérifier un petit peu toutes ces choses-là. Et donc, Utimote Matter nous a aidé à traduire ces besoins de vérification de compétences avec les tests suivants. Donc, tout d'abord, vous avez des tests de mise en situation professionnelle où on va donner des informations sur une entreprise fictive à l'étudiant et sur son rôle dans cette entreprise fictive et sur les autres personnes au sein de cette entreprise. Pas juste des informations de poste, mais également des informations, on va dire, comportementales. Cette personne est assez brute de décoffrage, celle-ci est assez stressée par les deadlines un peu difficiles. Voilà, des informations intéressantes, en tout cas, sur comment se comporter avec des membres d'une entreprise s'ils étaient vraiment salariés au sein de celle-ci. Et donc, du coup, vous avez les trois premiers, on va dire, captures d'écran sur la slide. Ce sont un peu ces mises en situation. Donc, tout d'abord, vous avez un test qu'on appelle le Beam Basket, qui est en fait un test où vous avez des questions qui sont posées par des membres de cette entreprise fictive et l'étudiant a des réponses qui lui sont proposées. Il devra choisir la réponse qui lui paraît la plus proche de celle qu'il donnerait dans la vraie vie et il devra supprimer celle vraiment sur laquelle il ne sortirait jamais cette réponse à qui que ce soit dans ce contexte-là. Donc au début, vous avez une personne qui pose une question, puis deux, puis trois. Ce sont des questions assez complexes. C'est pas simplement quelle est la couleur du cheval blanc dans les quatre, mais c'est plutôt voilà des questions de type le CEO qui pose la question sur ce projet. Ça fait plus de 2 semaines qu'on attend un retour du prestataire. Quelles sont les solutions que tu proposes? Et donc les réponses possibles, ça peut être écoute, je les relance tout de suite. Je les ai déjà relancés il y a 2 jours, je peux pas les harceler plus. Ou alors, écoute, j'ai déjà relancé et là, je vais essayer de passer par d'autres personnes que je connais au sein de l'entreprise, vu que notre contact ne nous répond pas. Ou alors, ça peut juste être, écoute, tout est déjà sous contrôle, j'ai une réponse ce matin, on se débrouille. C'est des réponses qu'on aurait vraiment dans la vraie vie. Et nous, derrière, en fait, ça nous permet de vraiment pouvoir déceler les choses chez les étudiants sur leur capacité de gestion du stress, sur la capacité de travailler en équipe, sur la capacité d'écoute, sur vraiment plein de soft skills qui vont être intéressants pour nos entreprises. Dans un master à Lyon, ce qui nous intéresse, c'est non seulement leur capacité académique, mais surtout leur capacité à être des bons futurs professionnels derrière. Et à un niveau master, il faut qu'il y ait déjà certaines de ces capacités qui soient acquises. Et c'est grâce à ces tests qu'on arrive à du coup déceler si ces capacités sont déjà bien acquises ou non. Donc vous avez du coup ces mises en situation. Vous avez d'autres types de mises en situation avec les mêmes salariés au sein de la même entreprise. Où là, on est un peu sur des rendez-vous, finalement, des meetings qui vont être volontairement un peu inconfortables, des situations que vous, en tant que professionnel, vont peut-être vous faire sourire, des situations dans lesquelles on va forcément se retrouver un moment dans sa carrière professionnelle. La première, par exemple, ça peut être le CEO fait un point avec l'étudiant sur le projet. Le projet n'avance pas. Quelles sont les solutions que le CEO, enfin que l'étudiant en tant que chef de projet a pour faire avancer le projet? Ça, c'est une situation finalement qu'à peu près tous les chefs de projet verront un jour dans leur vie. Deuxième solution, deuxième cas, ça va être par exemple, pour faire avancer son projet, l'étudiant a absolument besoin que personne A et personne B travaillent en commun. Sauf que personne A et personne B ne s'entendent pas et n'ont pas du tout les mêmes besoins. Et le projet ne va pas tous les aider sur leur travail. Donc, comment est-ce que l'étudiant, en tant que chef de projet, arrive à les faire travailler ensemble? Ce sont des petits tests qui ne leur permettent pas, en fait, ne permettent pas aux étudiants d'avoir on va dire une résolution à la fin. Il n'y a pas un happy ending pour tout le monde. Ça reste le monde de l'entreprise. Et le monde de l'entreprise, c'est pas en 7 minutes comme ça qu'on arrive à gérer tout ça. Mais ça nous permet voilà, de voir un petit peu comment est-ce que les étudiants vont se comporter sur ce genre de choses. Et donc, pour les soft skills, c'est très intéressant et ça nous permet de pouvoir ressortir des vraies compétences. Et 6 ans plus tard, aujourd'hui, on se rend compte que ces tests sont assez un bon reflet de la vraie vie, puisqu'on a eu très peu d'erreurs de casting depuis qu'on a implémenté cette. À la suite des tests de mon situation professionnelle, je vais être là-dessus,
On a des tests cognitifs, jusque-là, rien de nouveau sous le soleil, c'est de la logique. On veut que les étudiants répondent bien et qu'ils répondent vite. Ça vous permet du coup de voir un petit peu leur capacité cognitive là-dessus. Et puis ensuite, on a toute une partie un peu plus orientée expression qui là remplacerait en fait un simple oral de motivation. Du coup, les étudiants vont avoir la possibilité de répondre à des questions écrites ou orales, que celles-ci soient de motivation ou qu'elles soient un peu plus orientées sur le contenu du programme, de l'industrie qui peut les intéresser. Et puis, sur certains programmes, et c'est le cas sur ce programme-là, vous avez également des QCM de connaissances sur l'industrie visée, puisque on s'adresse à des étudiants qui s'intéressent à des programmes très spécialisés. Mais on a besoin de savoir, en fait, s'ils sont là par erreur, parce qu'ils ont vu la lumière, même s'ils sont excellents académiquement, et s'il y a un vrai projet professionnel derrière. Merci. Simplement pour donner quelques éléments sur, à partir de toutes ces expériences vécues par le candidat, finalement, comment se construit une analyse et un rendu. Et pour faire simple, dans ce contexte-là, on a deux parties. On a une partie où on est beaucoup on va dire, dans la psychométrie, donc c'est des logiques de normalisation de score par rapport à la population. Et donc, on a positionné comme ça le candidat sur les différentes dimensions qu'on a souhaité évaluer. Et pour un certain nombre de dimensions, on a conservé le jugement humain. Et donc, par exemple, les contributions vidéo ou écrites, en fait, il y a un tool de juré de l'EM qui se connecte sur la plateforme et qui fait un jugement humain que comment il estime la performance candidat. Et ensuite, on collationne ces données qui viennent du traitement automatisé, des données du traitement humain, et on génère des rapports selon les différentes dimensions et qui sont ensuite injectés directement dans le SI de l'EL Lyon, ce qui fait que les équipes de sélection, tout est au même endroit. Donc, on vous disait, ça fait 6 ans. Donc là, on se rapproche de la barre des 30 000 candidats qui ont vécu une expérience de ce type dans une quarantaine de variantes, de programmes différents. Donc, on vous a montré un scénario parmi les 40. Et ce qui est particulier aussi à l'EM Lyon, finalement, c'est qu'il y a du recrutement au fil de l'eau tout le temps. Il y a tout le temps des dimensions de sélection. Donc, ce qu'on voit un petit peu sur la courbe en bas, c'est le nombre de candidats par mois sur les 6 ans, avec un support du coup qui doit être à la hauteur pour répondre rapidement aux candidats. On est dans des logiques un peu de sélection, donc ils sont quand même naturellement stressés. Donc voilà, peut être capable de répondre aux attentes. Peut-être, Charlotte, si tu peux un petit peu... Bien sûr. Alors, comment est-ce qu'on a mis en place ces épreuves digitales? On n'avait pas vraiment déterminé on va dire, quelle allait être la part dans la décision d'admission des épreuves digitales versus ce dossier académique. Bien sûr, en plus des épreuves digitales, on va regarder les bulletins de notes des étudiants, les diplômes, les éventuelles lettres de recommandation, tout autre type, on va dire, d'informations obtenues avant le passage de ces épreuves. Maintenant, au bout de 6 ans, on se rend compte en fait que nos directeurs de programme et nos professeurs évaluateurs apportent tout autant d'importance à ces épreuves digitales que le dossier académique, notamment puisqu'on est sur des programmes assez spécialisés et donc une excellence académique ne suffit pas. Il faut aussi un projet, une vraie motivation et c'est les épreuves digitales qui vont nous apporter ces réponses. Et donc aujourd'hui, on a à peu près une décision d'admission se base à 50% sur le dossier académique, à 50% sur les épreuves digitales. On a un taux de sélection sur nos programmes qui est à peu près entre 30 à 50%, donc c'est-à-dire qu'on va refuser entre 70 à 50% de nos candidats. Et souvent, c'est les épreuves digitales qui vont être déterminantes. C'est-à-dire qu'un dossier académique plus faible, avec une excellente épreuve digitale, va permettre d'être sauvé, et un dossier académique excellent, mais avec des épreuves digitales catastrophiques, sera éliminé. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on va voir s'il y a des doutes. C'est sur les épreuves digitales que le mot de la fin va se passer. Et effectivement, ce qui est important, comme l'a très bien dit Franck, c'est qu'aujourd'hui, on a 41 parcours différents. Donc, les parcours différents, ça peut être pour même un seul programme. On a des programmes qu'on peut intégrer nous en M1, nous en M2. Et donc, on ne va pas s'intéresser au même niveau de maturité chez ces étudiants. Donc, les pondérations mises sur les différentes épreuves digitales ne vont pas être les mêmes, voire même les épreuves entre un M1 et un M2 au sein du même programme ne vont pas être les mêmes. On n'a même pas 41 programmes, mais en tout cas, on a 41 parcours spécifiques entre du bachelor jusqu'au MBA, donc on est quand même sur des âges allant, on va dire, de 16 ans jusqu'à 50 ans et plus, qui vont passer ces épreuves digitales. Et chaque année, on renouvelle partiellement nos épreuves digitales avec du coup
Tout ce qui va être culture générale et vidéo va changer et tout ce qui va être également les épreuves, les questions de motivation, que ce soit écrit ou vidéo d'ailleurs. Et donc, naturellement, on met également en place des unités aléatoires sur les épreuves cognitives et comportementales. Les étudiants ne passeront pas systématiquement les mêmes épreuves, notamment parce que chaque année, on a à peu près 15% d'étudiants qui candidatent à plusieurs programmes. Et donc, du coup, on ne veut pas qu'il y ait une répète si un étudiant candidate la même semaine à 2 programmes, qu'il ne redresse pas 2 fois la même chose. Et ce qui est intéressant dans la partie cognitive et comportementale, en fait, c'est par la mécanique qui est en jeu et la nature même du construit, la façon dont ça fonctionne, c'est que y a pas, on peut pas copier, on peut pas facilement, finalement, savoir quelle est la bonne réponse et il faut le vivre pour trouver ça. Et on allait et aussi dans nos échanges préparatoires pointer un petit peu finalement qu'est-ce qui faisait les atouts et qui anticipait la question quelles sont des limites. Voilà, nous, en tout cas, ce qu'on apprécie, c'est effectivement, vous avez vu, en 6 ans, on aura, enfin, en tout cas, dès la fin d'année, là, on aura dépassé les 30 000 candidatures, puisque depuis qu'on a fait cette slide avec 28 000 et quelques candidatures, il y en a eu 400 de plus, donc du coup, ça va, ouais. La slide a été faite la semaine dernière. Donc du coup, on va très vite atteindre les 30 000. Et donc, pour nous, effectivement, la gestion du volume est très appréciable, puisque nous sommes une école en croissance, nous avons beaucoup de candidatures chaque année, et ces écoles digitales nous permettent vraiment de pouvoir gérer cette croissance même si nous n'avons pas forcément beaucoup plus de professeurs pour pouvoir faire passer des oraux, c'est pas grave, le même nombre de professeurs peuvent faire plus des preuves digitales. C'est également très important pour nous que ce soit asynchrone. On a à peu près 50% de nos candidats qui ne viennent pas de France et la plupart d'entre eux viennent du grand international. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes fuseaux horaires. Donc des épreuves digitales asynchrones, c'est des sine qua non pour nous. Et puis enfin, on a vraiment aujourd'hui des mesures objectives, puisque sur un oral de motivation, ça reste toujours très subjectif par rapport seulement aux professeurs, oui, 2 professeurs qui auraient fait passer cette oral. Là, nous avons 2 professeurs évaluateurs qui regardent des épreuves digitales pour chaque étudiant. Ensuite, nous avons le directeur ou la directrice de programme qui doit ensuite regarder les épreuves digitales et ensuite un jury composé du doyen des programmes et de moi-même qui vont à nouveau regarder chacun des épreuves digitales. Donc, on a beaucoup de personnes qui peuvent passer dessus. Les mesures restent objectives, les tests sont les mêmes de la première session à la dernière session sur une année académique. Tous les étudiants, du coup, ont une fair chance, on va dire, pour la candidature. C'est également pour nous très intéressant. Nous avons toujours souhaité être un petit peu l'école qui apporte de la nouveauté, qui apporte un élément différenciant à nos candidats lorsqu'ils s'intéressent à notre école. Pendant des années, avant de travailler avec Humans Matter, nous avions mis en place des épreuves orales qui étaient sous forme de vidéos, du coup, une dizaine de vidéos que les étudiants devaient passer. C'était assez novateur en 2012-2013 lorsqu'on a mis ça en place. Et donc là, on a voulu à nouveau être novateur avec Humans Matter en 2018 quand on a travaillé ensemble sur ce projet qui était mis en place depuis 2019. Et aujourd'hui, on est en 2025 et les étudiants nous disent encore que c'est la seule école dans laquelle ils passent des épreuves de ce type-là et que ça les change un petit peu des passages au fur et à mesure d'épreuves de motivation orale juste à passer sur Zoom. En moyenne, nos candidats vont candidater à 34 écoles. Donc, ils ont vraiment la possibilité de pouvoir faire un peu leur comparatif personnel sur les différents types d'écoles sur lesquelles ils vont candidater. Ça nous permet également de pouvoir gérer, entre guillemets, la diversité de ces candidats. Pour nous, c'est très important, notamment sur tout ce qui va être la question des soft skills. Ça se posait très rapidement. On va avoir vraiment des différences de performance entre un étudiant, par exemple, chinois, qui va être très habitué à être toujours dans le consensuel, qui va jamais, on va dire, se mettre en avant, et un étudiant européen qui va être plutôt habitué à faire l'inverse. Et donc, du coup, on se retrouvait très rapidement avec des différences assez importantes sur la cartographie des différentes compétences. Et ces épreuves digitales nous ont permis de vraiment pouvoir avoir ces mesures et pouvoir comparer objectivement ces étudiants et ne pas avoir un biais culturel en favorisant trop les Européens et trop peu les étudiants ayant des cultures plus éloignées de la nôtre. Et puis enfin, effectivement, la possibilité de faire des analyses comparatives entre les sessions, puisque les candidatures sur nos programmes sont ouvertes grosso modo toute l'année, puisque nous avons plusieurs types de programmes. Donc là, on parle aussi bien de nos bachelors, de nos masters, de nos programmes en école et de nos MBA. Et du coup, c'est très intéressant pour nous de pouvoir faire ces analyses comparatives, non seulement d'une année sur l'autre, mais également d'une session à l'autre. Naturellement, il y a toujours des limites à toute création technique. La première, c'est vraiment les candidats qui nous font remonter. C'est qu'une frustration des candidats parfois de ne pas pouvoir interagir en direct. Ce qui est très intéressant pour eux avec un oral de motivation sur Zoom avec un professeur, c'est qu'ils sont en synchrone avec quelqu'un. Ils ont l'impression de vraiment pouvoir défendre leur pouvoir.
nos épreuves digitales, nous avons la volonté de ne pas donner d'anal aux étudiants. Ils n'ont pas la possibilité de pouvoir s'entraîner en amont. Ils n'ont pas la possibilité de pouvoir connaître les questions sur lesquelles ils vont passer sur la partie vidéo. Et donc, il y a ce côté frustration d'avoir l'impression de ne pas avoir donné le meilleur de soi-même et de ne pas avoir rencontré quelqu'un et se dire, mais là, j'aurais vraiment pu défendre mon bout de gras de cette façon. Donc ça, c'est une frustration qui existait au départ, qui existe encore aujourd'hui, mais qui, pour nous, est une limite acceptable compte tenu des points positifs que nous gardons et des volets. Dans tous les cas, nous n'aurions pas pu, aujourd'hui, avec les volumes de candidatures que nous avons, nous n'avons pas du tout la capacité de mettre en place des entretiens synchrones. Donc, nous devons passer par de l'asynchrone. Et pour l'asynchrone, la solution que nous avons choisie est celle qui nous convient le mieux. Et qu'il n'y a pas d'entraînement, ça, c'est les étudiants qui, comme je disais juste avant, qui nous font remonter également. Il y a une vraie volonté, c'est un moment très stressant dans la vie d'un étudiant en licence de candidater sur les masters spécifiquement pour nous, mais également pour des équipes bachelor, des étudiants de lycée qui candidatent à ces épreuves digitales, c'est stressant aussi. Et le fait qu'il n'y ait pas d'entraînement, ça les frustre. D'entraînement, ça les frustre. Et enfin, et ça par contre, c'est une décision que nous assumons, nous ne faisons pas de retour d'état aux candidats. Donc l'étudiant sait simplement qu'il a passé ses épreuves digitales. Il y aura une décision d'admission ou de non-admission. Et les professeurs évaluateurs et directeurs de programme, après avoir vérifié un dossier de candidature comprenant les épreuves digitales, nous font un petit retour écrit. Si les étudiants admis ou non admis nous demandent un retour, nous leur ferons et nous leur donnerons une explication de ce retour écrit, mais volontairement, et c'est un choix assumé car nous sommes dans un contexte de concours. Nous ne donnons pas accès aux résultats aux épreuves digitales des étudiants qui ne connaîtront pas leur score, ils ne connaîtront pas leurs résultats sur toute la partie réflexivité ou sur les soft skills, parce qu'on ne voulait pas que, nous ne voulons pas que cela fuite auprès des étudiants les années suivantes. Donc c'est une frustration des étudiants et que nous assumons. Human Matter pourrait permettre aux étudiants de pouvoir avoir accès à cette information, mais c'est un choix que nous avons fait de ne pas faire. Oui, c'est vrai. Dans d'autres contextes, on le fait, on peut faire un retour, mais voilà, mais ça correspond à vos attentes, c'est tout à fait normal. Ce que je veux dire, c'est que aussi, ah non, pardon, c'est encore toi, mais je pense que là, on a déjà évoqué ces éléments effectivement sur le fait que ce côté retour d'expérience sur 6 années, on a suffisamment de recul finalement pour objectiver. Donc évidemment, on est très content de ce retour de notre côté. Et peut-être sur le dernier point, parce que par les temps qui courent, c'est un sujet, y compris sur les sujets RH, recrutement, la question de l'IA. Nous, on a fait volontairement le choix quand même à la fois d'essayer de la place à l'humain et d'aller plutôt sur la psychométrie que le dialogue complètement ouvert. Je sais pas si tu veux. C'est ça, exactement. On s'est posé la question sur l'intégration de l'intelligence artificielle pour peut-être rendre plus facile le travail de vérification, notamment des professeurs évaluateurs. C'est un choix que volontairement nous n'avons pas fait. Nous utilisons l'intelligence artificielle à EMU. On est plutôt pour, comme vous tous, je suppose, dans la réécriture de nos emails, par exemple. Mais là, il s'agit vraiment de l'avenir de jeunes. On parle de leur entrée dans des programmes, on parle de les épreuves d'admission. Aujourd'hui, on estime que l'intelligence artificielle est encore trop pure pour vraiment être une intelligence sur laquelle on fait confiance pour mettre en main la sélection de nos futures cohortes à EME. Donc, on l'utilise avec parcimonie sur d'autres sujets, mais sur tout ce qui est vraiment lié au concours de l'école. On reste vraiment très attaché à de la mesure claire, psychomotrice par exemple, sur toutes les parties logico-cognitives, ou alors des évaluations de professeurs évaluateurs qui ont directement regardé les vidéos et pas une intelligence artificielle qu'il faudrait déjà imprêter. Donc pour nous, ça reste quelque chose. Je vous dis pas que dans 5 ans, j'aurai le même discours, mais aujourd'hui, en 2025, avec les avancées de l'intelligence artificielle, on reste assez crueux dans le cadre de l'admission. Et moi, juste pour conclure comme ça et vous donner la parole, en tout cas, nous, évidemment, on a beaucoup apprécié de construire, de co-construire cette expérience, parce qu'il faut vraiment, 6 ans en arrière, on allait des bases, mais on n'avait pas évidemment ce niveau de sophistication qu'on a aujourd'hui. Et ce que je voudrais partager, c'est que bon, là, on est dans un cas avec une business school de haut rang, donc on fait de l'évaluation de candidats de haut niveau, mais en fait, ces démarches, elles s'appliquent à des tas d'univers. On a travaillé avec les problématiques de demandeurs d'emploi et comment on peut identifier leur potentiel. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant de profiter en fait de cette expérience, mais de vraiment se dire que ces démarches sont très génériques et transposables. Merci pour vraiment. Bien, merci pour cette transition.
Vous avez très bien décrit le parcours de sélection par une grande école avec les différentes étapes. Charlotte, vous avez dit, on veut réussir le meilleur casting. Donc, clairement, la finalité pour vous, c'est que les étudiants soient dans la bonne filière, s'intègrent bien dans l'école, etc. Et on entend bien, au travers de ce que vous avez décrit, ce parcours. Qu'il est de la capacité à apprendre, et notamment quand demain, les étudiants de l'EM Lyon vont se retrouver à l'entreprise, dans un contexte différent, dans la vraie vie, ils vont aussi révéler un potentiel d'intégration, de capacité à apprendre. Comment ce potentiel est-il pris en compte, analysé dans la sélection? Et Franck, vous avez dit, c'est une approche générique. Est-ce que vous avez des expériences de l'application de ce type d'approche en entreprise pour sélectionner le meilleur casting aussi pour l'entreprise? Si on va, je reprends sur la première partie sur AEM Lyon. Donc déjà, effectivement, comme je disais tout à l'heure, moi personnellement, je suis responsable du recrutement et des émissions sur les masters, mais ce sont des épreuves que nous avons également sur nos programmes bachelor. Donc là, on s'adresse à un public qui a entre 16 et 18 ans au moment où il les passe. Et sur des MBA, on est du coup sur un public beaucoup plus âgé. On ne va déjà pas regarder, on va dire, avec la même importance, les mêmes capacités, on va dire, de soft skills. Sur les programmes, donc je vais vraiment vous répondre sur les programmes master. Sur les programmes master, on s'adresse à un public qui est censé avoir déjà un début de soft skills de par de premières expériences en entreprise, soit stage, soit alternance, comme je disais tout à l'heure. Mais on est complètement d'accord sur le fait que ce sont des publics qui ne sont absolument pas faits. Si on parlait de fromage, on est vraiment au tout début. Et donc, du coup, on est vraiment sur une idée de est-ce que on décèle des potentiels. Donc, les épreuves digitales que nous avons mis en place et surtout, on va dire la lecture derrière que nous avons nous permet de voir s'il y a des potentiels qui se décèlent. Aujourd'hui, en moyenne, sur les masters, nous avons du coup 1500 nouvelles personnes qui intègrent les masters chaque année. On est à peu près sur 10 à 15 erreurs de casting. Donc, on est très satisfait de ce que les épreuves digitales nous permettent d'avoir, puisque c'est 10 à 15 erreurs de casting. Quand on regarde les épreuves digitales, ils ne décèlent rien, nous alarme. Et donc, on se dit, pour 10 à 15 personnes par année, alors c'est lourd à gérer, des personnes que, du coup, on va devoir probablement faire quitter l'école parce que ça ne se passe pas du tout correctement, ni en classe, ni en entreprise. Mais c'est un nombre qui me paraît acceptable au vu du nombre de candidatures passées chaque année, du nombre d'étudiants intégrés. Donc, on est plutôt satisfait. Et effectivement, vous allez avoir certains programmes où, de par la nature, on va demander à ce que les compétences soient quasiment déjà acquises. Par exemple, quand on intègre un M2 en finance, il va y avoir 6 mois de cours, 6 mois de stage. C'est-à-dire que 6 mois après, les étudiants vont entrer sur le marché du travail en stage. Il faut que ces compétences soient quasiment déjà à 100% sur le côté soft skills. On sera là pour leur donner les hard skills. Et sur d'autres types de programmes, de type M1 ou des programmes plus longs, là, effectivement, on va décider du potentiel. Donc, nos directeurs de programme et nos professeurs évaluateurs font des formations avant de noter ces dossiers avec l'équipe admission qui a été formée en amont par UMETMatter pour vraiment pouvoir analyser correctement toutes les informations qu'on trouve dessus. Et on a également des informations très claires lorsqu'on voit un score. Voilà, ce score correspond, donc cette personne a fait plus ou moins bien que la majorité des étudiants qui ont passé le test en amont. C'est aussi une mise en miroir un petit peu de la réussite de ces épreuves vis-à-vis des autres personnes qui ont passé les mêmes tests. Et donc, il y a en tout cas tout un accompagnement qui permet aux personnes qui vont évaluer ces dossiers de se dire, OK, j'ai des scores devant moi, j'ai une web de compétences, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des explications qui sont données quand même et on les accompagne. Et aujourd'hui, on arrive vraiment à les bourgeonnements de compétences se transcrit bien en salle de classe en véritable compétence à l'air. Merci Franck, rapidement, mais est-ce que cette approche est transposable dans une entreprise? On doit aussi réussir le meilleur casting. Alors, tout à fait. On l'utilise dans différents contextes, comme en 2002, en action de cette thérapie. Donc, par exemple, en acteurs régionaux, on travaille avec Pied du Final pour les aider à sélectionner les jobs comptables qui sont amenés à embaucher. Ou dans un autre univers, je pense à RTE, par exemple, qui était confronté à une problématique de reconversion personnelle. Et donc, il faut inscrire les gens dans des parcours de formation assez lourds. Et historiquement, passer des gens de fonctions plus administratives vers des métiers et techniques, se retrouver avec un taux d'échec à la fin qui peut être trop important.
Et donc, avec des démarches comme ça, on a pu réduire 30% leur taux d'échec des gens à la sortie. Voilà. C'est des exemples assez variés de cas d'usage de ces démarches. Ce qu'on retient des chiffres que vous avez donnés, 1500 candidats, 10-15 erreurs de casting, on voit que c'est une approche dans laquelle une grande école comme le Lyon adhère. On voit aussi le côté frustrant. Et on voyait que les étudiants avaient du mal à pas se projeter, etc. Donc il y a peut-être une dimension qu'on doit leur inculquer, préparer, de dire demain, probablement, vous serez sélectionné de cette manière-là, et peut-être apprendre à s'y préparer de manière à ce que le meilleur du candidat puisse se révéler et puisse rentrer dans ses parcours professionnels. Une dernière question? Oui, une question très terre à terre sur le moyen de prémunir d'une passion identité, c'est-à-dire qu'effectivement, le coup distant. Oui, j'ai pas montré cette partie-là, mais on a des dispositifs de proctoring, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire, donc au début, on prend en photo leur carte d'identité, on prend des photos tout le long, on a des analyses pour vérifier que tout c'est... Les aides de l'IA, mais du côté du candidat, va attaquer aussi. Parlez un peu plus fort parce qu'elle n'entend pas les questions. Je vais répéter la question. Il demande l'usage de l'IA par les candidats, comment on l'a intégré. C'est le sujet sur lequel on travaille actuellement. Alors, sur tout ce qui est mise en situation et les tests cognitifs, on n'a pas d'enjeu. Évidemment, sur la partie plutôt connaissance, c'est principalement sous l'angle du proctoring et donc essayer de détecter que le candidat passe dans des conditions conformes au consigne qu'on lui a donné et qui ne se fait pas aider à côté par l'IA. Voilà. Et ça, je pense qu'on est sur le même sujet qu'à peu près tout le monde en ce moment. Dernière question. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. En fait, je pense que ça rejoint la question précédente, c'est-à-dire de savoir comment s'assurer que le candidat est bien la personne qui a passé les tests. Oui, mais Voilà, ça c'est assez patient parce qu'on prend... ça pourrait être une autre personne plus expérimentée qui pourrait l'aider, par exemple, à faire des tests à sa place. Oui, donc on détecte qu'il est tout seul devant son écran et comme je vous disais, on prend un certain nombre de photos, on a la pièce d'identité et puis l'équipe à la fin, sur la plateforme, voit toutes les planches et a à côté le dossier du candidat avec sa photo officielle. Donc en fait, en un coup d'œil, il vérifie si c'est la bonne personne. Nous, aujourd'hui, très rapidement, la plus grosse, on va dire, la difficulté que nous avons, c'est que les questions, donc on a à peu près une 50aine de questions qui tournent chaque année par programme, et qu'au bout d'un moment, en fait, les étudiants les mettent sur Reddit et autres Quora, que sais-je, et donc d'ici la fin d'année, on a des étudiants qui ont appris par cœur les 50 questions possibles, et donc ils se sont préparés 50 réponses possibles. On s'en rend compte. Alors, soit ils l'ont appris par cœur et ça se voit sur le visage, ou alors ils lisent quelque chose. Dans ces cas-là, c'est une tentative, notamment s'ils lisent quelque chose, c'est une tentative de fraude pour nous. Et donc, on fait passer un entretien oral avec le directeur de programme sur, du coup, une plateforme de type Zoom, Teams, etc. En moyenne, donc, nous avons à peu près 60 étudiants qui vont être dans ce cas-là chaque année. Donc, ça reste en fait des nombres qui sont raisonnables pour nous de gérer à la main. Et de faire passer du coup des oraux vu le nombre relativement léger engagé. Et si on a la moindre doute sur soit le fait que la capacité d'anglais soit trop basse ou autre, tant pis pour eux, il ne fallait pas jouer et du coup ils seront indemnisés. Que c'est un signe de motivation de s'entraîner. C'est vrai, mais du coup le problème c'est que s'ils l'ont appris par cœur et que le problème c'est que le niveau d'anglais est trop mauvais, derrière ça va leur causer des problèmes et c'est ni bon ni pour eux ni pour nous d'intégrer un programme où ils n'ont pas le niveau d'anglais nécessaire. Donc, on fait toujours assez attention à ce genre de choses. Et dans le doute, on préférera toujours donner un maître plutôt que prendre l'autre.